Donc merci beaucoup pour cette introduction, merci beaucoup à l'AIH pour cette invitation. Donc je me présente, je m'appelle Nicolas Dulphy, je suis MCUPH en immunologie à Saint-Louis. Ma particularité, c'est d'être scientifique de formation, donc en fait mon activité est essentiellement une activité de recherche. Et la deuxième chose, c'est que comme je viens de vous le dire, je suis immunologiste. Et alors j'ai cru comprendre à certaines réflexions ce matin que c'était pas forcément la zone de confort de tout le monde. Donc j'espère que néanmoins vous trouverez un intérêt à la présentation que je vais vous faire maintenant. Et donc qui va traiter en fait des défauts des cellules natural killer dans le cadre des syndromes myélodysplasiques. Et donc c'est un travail qui a été réalisé en association avec le service d'hématologie senior de l'hôpital Saint-Louis, en l'occurrence le professeur Lionel Hadès et le professeur Pierre Fenot. Donc juste pour vous remettre les choses en tête, les cellules natural killer, comme vous le savez, sont des lymphocytes qui appartiennent au système immunitaire inné, ce qui sous-entend qu'elles n'ont pas besoin d'une activation préalable pour s'activer, au contraire des lymphocytes T. Vous savez que les lymphocytes T passent du stade naïf à effecteur, etc. Pour les NK, il n'y a pas du tout ça, hein. Il suffit qu'elles aient les bonnes conditions pour s'activer et elles jouent leur rôle, c'est-à-dire qu'elles tuent, grosso modo. Ça représente à peu près 5% des cellules circulantes dans le sang. Et leur fonction, c'est à la fois de tuer et de produire des cytokines, notamment de l'interféron gamma, sachant qu'elles sont parmi les plus grosses productrices d'interféron gamma dans l'organisme, que ce soit dans les sites infectieux ou inflammatoires, mais aussi dans les ganglions lymphatiques. Il faut savoir que les cellules NK participent à l'efficacité du priming par les cellules dendritiques des lymphocytes T au sein du ganglion lymphatique. Alors leur grand truc, c'est en fait d'être régulé par un équilibre de signaux moléculaires fournis par des récepteurs de surface qui vont être soit inhibiteurs, soit activateurs. Et ça, c'est vraiment le grand enjeu des personnes qui veulent manipuler les cellules natural killer dans des idées d'immunothérapie, c'est de jouer sur cette balance entre signaux inhibiteurs qui vont avoir pour rôle finalement de distinguer les cellules saines des signaux activateurs qui, eux, vont avoir pour rôle de détecter les cellules anormales. Anormales pour une cellule NK, ça veut dire quoi? Ça veut dire une cellule stressée. Stressée au sens infectieux, au sens évidemment tumoral, génotoxique, thermique, tout ce que vous voulez. Bref, quand la cellule cible a passé une mauvaise journée, elle va exprimer des ligands induits par le stress, et ces ligands vont être détectés par les récepteurs activateurs. Et donc la balance entre inhibiteur et activateur va permettre à la cellule NK de s'activer ou pas et de jouer son rôle. Alors quand je vous dis récepteur inhibiteur, récepteur activateur, voici une liste largement non exhaustive des récepteurs qu'on peut trouver à leur surface. Et en fait, la grande particularité, c'est que beaucoup des récepteurs que détectent les cellules NK sont présents sur des cellules tumorales, mais aussi les récepteurs inhibiteurs vont avoir comme cible, comme ligand sur la cible, des molécules du SOA, notamment les molécules du CMH de classe 1, ce qui a permis au début des années 2000 de mettre en avant le rôle curatif des cellules NK après greffe de cellules souches hématopoïétiques, notamment après greffe haploïdentique dans le cadre des LAM. Et donc là, en effet, c'est un travail de l'équipe d'Andrea Velardi en Italie qui a démontré que chez les patients après greffe haplo, eh bien en fait, les cellules NK permettaient de réduire drastiquement la rechute post-greffe. Et donc ça a ouvert tout un champ d'études dans l'optique d'utiliser les NK en thérapie. Alors, le problème de ces cellules, c'est que elles ne sont pas équivalentes d'un individu à l'autre, et je dirais même qu'elles sont variables au sein d'un même individu. Au même titre que l'on parle d'un répertoire lymphocytaire T, on peut parler d'un répertoire lymphocytaire NK. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû d'une part au fait que tous les individus n'ont pas les mêmes gènes présents dans leur organisme pour coder les récepteurs KIR, qui sont les récepteurs
majoritairement les récepteurs inhibiteurs qui vont détecter les molécules du CMH de classe 1. Donc tous les gènes ne sont pas présents chez tout le monde, et en plus, l'expression de ces gènes se fait de manière stochastique à la surface des clones NK. Et plus vous allez avancer dans la différenciation NK, plus vous avez des chances d'acquérir ou pas l'expression de 1, 2, 3, 4 récepteurs KIR. Sachant que chacun de ces KIR vont avoir comme spécificité des molécules HLA différentes, eh bien vous allez avoir une diversité intra-individuelle de tous ces clones NK capables d'être inhibés ou pas par les molécules du CMH1 du soi. OK ? Et donc, en fonction de votre capacité à être inhibé ou pas, vous allez être plus ou moins fonctionnel. Et si la cellule cible perd les molécules de classe 1, à ce moment-là, vous allez être aussi capable de tuer la cellule cible. Je vois déjà des regards sombres. Donc, si on fait les choses simples, voilà ce qui se passe. Vous êtes une cellule de l'organisme, une cellule cible normale. Vous exprimez les molécules du CMH de classe 1, vous savez que ce sont des molécules ubiquitaires, à quelques très rares exceptions. Et puis, vous n'avez pas été stressé dans la journée, tout s'est bien passé, ok. Donc, vous exprimez un niveau basal, voire pas du tout, de ligand récepteur activateur. Auquel cas, la balance des signaux entre signaux inhibiteurs et signaux activateurs est en faveur de l'inhibiteur, et donc vous êtes résistant à la lyse NK. Ok ? Maintenant, on rentre dans la première situation anormale, ce qu'on appelle le missing self. Vous avez perdu l'expression des molécules du CMH de classe 1. Ça survient quand? Ça peut survenir après certaines infections virales. Par exemple, le cytomégalovirus, le CMV, est très connu pour réguler l'expression des molécules de classe 1 de manière à échapper à la réponse T, CD8. D'accord ? Ça peut aussi survenir dans des systèmes tumoraux, par exemple les métastases de carcinome colique ou d'autres tumeurs solides sont connues pour perdre la bêta-2 microglobuline, auquel cas vous perdez l'expression de toutes les molécules de classe 1. Voilà. Donc, si vous êtes dans cette condition-là, pas de molécules de classe 1, une expression faible mais présente de ligand récepteur activateur, à ce moment-là, vous devenez sensible à la lyse NK, ce qu'on appelle le missing self, la perte du soi, la perte des molécules de classe 1. OK ? Deuxième situation anormale, ce qui est en fait la situation qu'on retrouve le plus fréquemment dans les systèmes tumoraux, c'est l'induced self, c'est-à-dire que vous exprimez toujours les molécules de classe 1, mais par contre vous êtes très stressé, très stressé, parce que vous êtes tumoral, d'accord ? Et donc vous surexprimez les ligands induits par le stress. Auquel cas, encore une fois, la balance va se déséquilibrer, va passer en faveur des signaux activateurs et vous devenez donc sensible à la lyse NK. Et puis si on fait la somme des deux, vous avez une situation ultra sensible. Non seulement vous êtes très stressé, mais en plus vous avez perdu les classes 1. Donc vous n'avez que des signaux activateurs et donc vous devenez ultra sensible à la lyse NK. Pour être caricatural, ça c'est la situation qu'on voit en laboratoire avec la lignée K562 ou K562, qui est une lignée issue de LMC, qui a perdu les molécules de classe 1 et qui par contre exprime tous les ligands connus et inconnus activateurs NK. Et donc c'est la lignée tarte à la crème pour tester la fonction NK d'un individu. D'accord ? Donc voilà. Ceci étant posé, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quoi? C'est comment utiliser les NK et quelle est la situation des cellules NK chez un patient présentant une tumeur, qu'elle soit solide ou liquide. Donc je pense que vous êtes familier avec cette figure qui détaille finalement les relations du système immunitaire avec un système tumoral, ce qu'on appelle l'immunosurveillance, ou aussi les 3 I, pour élimination, équilibre et escape, échappement, où en fait, le système immunitaire, au fur et à mesure de l'apparition de cellules anormales, va d'une part les éliminer, et puis à un moment, la cellule anormale va établir une sorte de paix armée avec le système immunitaire. Le système immunitaire va tolérer la cellule tumorale, mais celle-ci ne va pas évoluer, d'accord ? Elle va avoir quelques petites mutations. Et donc là, pour vous hématologues, ça serait tout à fait la situation que l'on aurait dans le cadre de l'hématopoïèse clonale, par exemple. Vous avez des cellules souches hématopoïétiques qui commencent à accumuler des petites mutations,
sans conséquences majeures d'un point de vue clinique, voire même sans conséquences du tout à ce stade. Et le système immunitaire, malgré l'anormalité de cette cellule, eh bien, tolère l'existence de cette anormalité. Et puis à un moment, vous avez l'émergence d'un environnement immunodéprimé. Vous avez l'acquisition par les cellules tumorales de nouvelles mutations qui vont lui donner des avantages prolifératifs, des avantages d'échappement, que sais-je. Et à ce moment-là, eh bien, c'est à ce moment-là que le patient vient vous voir en vous disant « je suis fatigué, j'ai une boule là, ça va pas bien, etc., etc. » Bref, c'est à ce moment-là où la tumeur devient cliniquement détectable. Mais pour le système immunitaire, c'est trop tard. La situation, le jeu est fait, le système immunitaire est inhibé, et la cellule tumorale était capable d'échapper. Et en fait, toutes les stratégies d'immunothérapie que l'on détaille, qu'on a détaillées ce matin, et celles que l'on essaye de mettre en place peut-être de manière plus ou moins innovante, c'est en fait de revenir de cette situation-ci à celle-ci. C'est soit en éliminant l'environnement immunosuppresseur, soit en augmentant les capacités des cellules effectrices à tuer, avec des anticorps, avec un nouveau récepteur, tel que le CAR-T, etc. D'accord ? Alors, si on positionne ça en hémato maintenant, on sait que les cellules NK ont donc un rôle très important dans l'émergence des hémopathies malignes, notamment des leucémies, enfin des pathologies myéloïdes. Et donc ça a été montré, comme je vous le disais, dans ce travail de 2002 après greffe. On sait que les cellules NK sont capables de jouer sur la rechute, l'incidence de la rechute après greffe de cellules souches hématopoïétiques. On sait aussi que après greffe de cellules souches, les NK déterminent véritablement l'outcome des patients avec des leucémies myéloïdes. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que la fonction des NK chez un patient au diagnostic, un patient LAM au diagnostic, elle est sévèrement impactée avec des déficits fonctionnels, notamment une réduction d'expression de ces récepteurs activateurs et avec des déficits en capacité de produire de l'interféron gamma et en capacité à tuer. Autrement dit, la cellule NK est épuisée. Comme on vous dit que les cellules T sont épuisées, sont exhausted. Pour la cellule NK, c'est pareil. Elle a tellement tué qu'elle n'en peut plus. D'accord ? Tout au moins, ça, c'était la situation qu'on décrivait au départ, et je vais vous expliquer que c'est peut-être pas aussi simple. Donc ça, c'est dans la LAM. Ces phénomènes sont tellement importants qu'on peut même en établir utiliser cette fonction NK comme un score. Donc nous, au laboratoire, on a montré il y a quelques années que chez 50% des patients atteints de LAM au diagnostic, lorsqu'on mesurait les capacités fonctionnelles des cellules NK, on montrait que 50% de ces patients présentaient des défauts de production d'interféron gamma et que ça avait un retentissement sur le risque de rechute après traitement. Si vous aviez des défauts NK au diagnostic, vous augmentiez votre risque de rechute, même si vous étiez en rémission complète. Et ça, c'était associé à des programmes transcriptionnels spécifiques du BLAST. Et ça sous-entend quoi ? Ça veut dire en fait que non seulement la cellule NK s'adapte à la tumeur dans le sens de l'inhibition, mais que la tumeur elle-même s'adapte à la pression NK et développe des programmes transcriptionnels capables de la rendre résistante à la fonction cytotoxique. Et c'est ce qui vous explique cette différence de survenue de rechute ici. D'accord ? La cellule tumorale a développé des mécanismes pour résister à la fonction NK. Deuxième phénomène, ça c'est un travail de l'équipe de Marseille chez Daniel Olive, où cette équipe a pu montrer que par exemple l'expression de ce récepteur activateur à la surface des NK, NKp30, au diagnostic encore une fois, avait un réel rôle prédictif, notamment de l'OS et de la RFS chez les patients avec ici une cytogénétique intermédiaire, mais aussi pour la rémission complète. Donc tout ça pour vous dire que cette interaction cellule NK, cellule tumorale, ça a un effet sur le patient et ça a aussi potentiellement un avantage en termes de marqueurs biologiques pour définir ce qui va advenir à ce patient. Alors tout ça aussi, ça pose la question de ce qui se passe avant. Là, on vous pose le problème au moment du diagnostic de la leucémie.
chez la majorité de ces patients, la leucémie est totalement envahissante, et ça, pour le coup, vous le savez beaucoup mieux que moi, c'est une urgence. Hein. Et en fait, il y a tellement de cellules tumorales que finalement, les cellules NK, je suis désolé, mais on s'en moque un peu, quoi. C'est pas le problème, d'accord ? Mais en fait, c'est le résultat, néanmoins, d'une situation qui est bien plus ancienne, du fait de ces adaptations transcriptomiques ici. Donc au laboratoire, on a posé la question de qu'est-ce qui se passe sur les cellules NK avant la leucémie. Et on s'est intéressé au syndrome myélodysplasique qui, comme vous le savez, peuvent être considérés comme une pathologie pré-leucémique avec un faible taux de blastes dans la moelle. En général, pas ou très très peu de blastes circulants, en fait, il n'y en a pas normalement. Et donc, on a une situation ici où la cellule NK n'est pas encore épuisée, où les interactions NK-blast ne sont pas encore totalement figées, et où peut-être il y a une fenêtre pour justement jouer sur la fonction NK et éliminer la cellule leucémique. Donc on s'est posé cette question, quels sont les mécanismes d'immunosurveillance de la cellule NK contre le blast du MDS dans un contexte qui est la moelle osseuse, donc avec un stroma, avec des cellules souches hématopoïétiques plus ou moins normales qui présentent des mutations, etc., etc. Alors la situation, quand on a commencé ce travail, elle était pas très très claire. On savait que dans le sang, les cellules NK présentaient un phénotype plutôt correct, comparable à ce qu'on observait chez des individus sains. Par contre, dans la moelle, on pouvait en effet observer une réduction d'expression de ces récepteurs activateurs, ici, DINAM1 et NKG2D. Et puis, dans tous les cas, on observait une réduction de la cytotoxicité vis-à-vis de cette lignée K562 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc déjà, la faible présence de blast dans la moelle permettait d'avoir un impact sur le phénotype et sur la fonction, même si dans le sang, il n'y avait rien de vraiment évident. Donc Maxime Boy, qui a fait sa thèse de science avec moi au labo, a repris ces données et surtout a fait une nouvelle analyse sur une cohorte de patients, donc une grosse cinquantaine de patients, où il a phénotypé dans le sang les cellules NK avec ici les récepteurs activateurs, les récepteurs inhibiteurs, ici il y a les récepteurs d'activation, pardon, et les récepteurs inhibiteurs ici. Et ce qu'on voyait, c'est en effet, on a une baisse de récepteur activateur, ici une augmentation d'un récepteur inhibiteur qui a le même ligand que celui-là. Bon, bref. Mais surtout, ce qui nous a intrigué, c'était sur cette molécule-là. Vous voyez ici que chez les patients SMD, on avait une réduction très significative des récepteurs KIR2D. Donc, une partie des membres des KIR. Et ça, on n'a pas compris. Parce que les récepteurs KIR, comme je vous le disais, ils reconnaissent sur la cible des molécules du CMH de classe 1. Donc le SOA. Et donc on ne comprenait pas pourquoi, particulièrement chez les patients SMD, ils avaient du mal à reconnaître le SOA, ou tout au moins, il y avait un défaut de ces récepteurs inhibiteurs contre le SOA. Donc on a poussé un peu le raisonnement, et on a étudié un peu plus précisément notre cohorte de patients, et on a vu que, en fait, dans notre cohorte, qu'on avait choisi pour un autre projet, en fait, on avait enrichi en patients présentant des mutations dans le gène TET2. Donc ça, je pense que ça vous parle beaucoup plus. Vous savez que TET2 est une enzyme qui intervient dans la déméthylation de l'ADN. C'est le gène le plus muté au sein des syndromes myélodysplasiques. La plupart des mutations, pas la plupart, les mutations sont des mutations perte de fonction, d'accord ? Et donc une mutation dans TET2 ensuite, en fait, conduit à une hyperméthylation des cellules hématopoïétiques, d'accord ? Des cellules souches hématopoïétiques. Ceci va perturber complètement en fait, le programme transcriptionnel de la cellule souche et va commencer à induire des défauts fonctionnels de la cellule souche hématopoïétique avec un self-renewal aberrant et puis avec un biais vers la différenciation myéloïde. Alors la particularité de TET2, c'est qu'il n'y a pas véritablement de hotspot de mutation. C'est une très grosse protéine, 2000 acides aminés, mais en fait, ils peuvent être à peu près tous mutés, et c'est assez catastrophique quand vous voulez travailler avec ça en laboratoire. Et donc, quand on stratifie notre cohorte de SMD en fonction de la mutation TET2, eh bien là, vous voyez que tous les récepteurs ici sont à peu près cohérents, sauf celui-ci, où là, en fait, chez les mutés TET2, eh bien, on n'a plus du tout d'expression de KIR.
C'est contrebalancé en partie par une surexpression de ce récepteur inhibiteur ici, qui est un récepteur NKG2A, qui est un récepteur plus précoce dans la lymphopoïèse NK. Mais vous voyez bien que là, les récepteurs inhibiteurs sont complètement réduits. Et vous voyez même que chez certains patients, on n'a plus du tout de récepteurs, comme vous pourriez le voir chez un individu sain, par exemple. Le phénomène était tellement fort qu'on a pu en établir une courbe ROC et définir qu'un seuil de 25% d'expression de KIR sur les cellules NK circulant permettait de distinguer un patient SMD muté pour TET2 ou pas. En dessous de 25%, il y avait quasiment 9 chances sur 10 que vous étiez muté pour TET2. D'accord ? Là, je vous rappelle, je ne parle pas du tout du blast. Je ne parle que de la cellule circulante NK. Okay ? Et donc, vous remarquez probablement que sur ces légendes ici, on vous a marqué TET2 IDH. Pourquoi ? Parce que IDH, les molécules IDH1, IDH2, lorsqu'elles sont mutées chez les patients SMD, vont gagner une fonction en fait, qui va être de produire de la 2-hydroxyglutarate, qui est une molécule qui va inhiber TET2. Et en fait, les mutations IDH, de ce point de vue, phénocopient les mutations TET2. Et pour ce qui concerne les KIR, eh bien, c'est exact. Les mutations IDH1, IDH2 donnent exactement le même phénotype que les mutations TET2 par rapport à des wild type, soit une perte de l'expression des KIR. Alors, c'était un phénomène quand même assez troublant. Et donc, on s'est intéressé à la présence des mutations TET2 dans les NK, alors qu'a priori, c'était plutôt dans les blasts. Et donc, ce qu'on a demandé au laboratoire de biologie médicale, aux laboratoires d'hémato de Saint-Louis, c'est de nous faire le séquençage qu'ils font chez leurs patients au diagnostic, mais cette fois-ci sur des cellules NK qu'on avait triées. Et vous voyez très bien ici que les VAF de mutation TET2 qu'on avait au diagnostic, eh bien, on observe à peu près la même chose dans les cellules NK triées. Très faible présence de mutation dans les lymphocytes T. Et quand vous regardez dans les cellules qui sont particulièrement KIR négatives, eh bien vous voyez qu'on a un très fort enrichissement des mutations TET2 dans des cellules KIR négatives par rapport aux cellules KIR positives, ce qui nous a permis en fait d'établir une corrélation, une droite de corrélation entre la VAF de mutation TET2 et l'expression des KIR, ce qui était finalement un peu le reflet ou le résultat en miroir de notre courbe ROC précédente. Et donc, on a véritablement une corrélation entre la VAF des mutations TET2 et l'expression des KIR à la surface des NK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue physiologique ? En fait, ça veut dire que l'ADN des cellules NK est largement hyperméthylé lorsque TET2 est muté, ce qui est plutôt attendu, avec des hyperméthylations sur des gènes importants de la fonction NK, notamment ici le gène codant pour le TNF, le gène codant pour TYRO-BP. TYRO-BP, c'est DAP12, qui est en fait une molécule qui est un transducteur de signal pour pas mal de récepteurs activateurs NK. Donc si vous êtes hyperméthylé, vous êtes moins exprimé. Si vous êtes moins exprimé, vous êtes moins disponible, moins transcrit, et donc vous êtes moins actif quand vous êtes une cellule NK. Et en fait, on a pu noter que pour la plupart des pathways engendrant une fonction NK, cytotoxicité, production de cytokines, signaling JAK-STAT, production du TNF, eh bien on avait une hyperméthylation des gènes impliqués dans ces pathways lorsqu'on était muté pour TET2 versus wild type. Lorsqu'on s'est intéressé particulièrement aux sites CPG des gènes d'intérêt, donc ici vous avez l'interféron, le TNF, la perforine, vous voyez qu'on a des sites hyperméthylés lorsqu'on est muté TET2, ici, par rapport à du wild type. Donc on a purifié, on a cloné ces sites CPG, on les a introduits dans un plasmide avec un gène rapporteur à la luciférase. Et puis on a mesuré l'activité luciférase lorsqu'on hyperméthylait ce CPG, et vous voyez qu'on a une inhibition du signal luciférase, qui veut bien dire que ces sites CPG sont responsables de la régulation de l'expression de vos gènes. Et ça conduit à quoi ? Eh bien, ça conduit à une réduction de l'expression des gènes, de leur transcription. Donc ici, vous avez pour le TNF, pour l'interféron. Et lorsque vous inhibez TET2, cette fois-ci par des systèmes chimiques, eh bien, vous voyez qu'on a une réduction de l'expression des KIR. Donc c'est en utilisant cette molécule, le DMOG, on a une réduction d'expression des KIR et on a une réduction assez drastique de la fonction cytotoxique. Fort heureusement, le traitement par agent hypométhylant permet de restaurer ça, ce qui est assez logique,
puisqu'on avait une hyperméthylation du génome du fait des mutations. Lorsqu'on agit avec un agent hypométhylant, en l'occurrence l'azacitidine ou la décitabine, alors c'est plus efficace avec la décitabine in vitro qu'avec l'AZA, mais vous voyez bien qu'on restaure l'expression des KIR. On arrive à potentialiser ça avec la vitamine C, l'acide ascorbique, qui est une molécule qui permet d'augmenter la fonction de TET2. Donc ça, c'était par des systèmes in vitro. Et puis, dans un système in vivo, cette fois, chez des patients traités par ASA dans un essai clinique organisé par le groupe francophone des myélodysplasies, eh bien, on pouvait voir que l'azacitidine permettait d'augmenter la capacité de production d'interféron gamma par les cellules NK et de restaurer l'expression des KIR, de la perforine, des granzymes, donc des molécules impliquées dans la cytotoxicité. Alors, Lin-Pierre Zhao, qui a repris ce sujet et que peut-être certains d'entre vous connaissent ou que vous allez connaître, puisqu'il est maintenant chef de clinique à Saint-Louis, a repris ce projet et donc s'est intéressé finalement au rôle de TET2 au cours de la lymphopoïèse NK. Et ce qu'il a pu montrer, c'est que finalement, chez les individus présentant des mutations TET2, eh bien, on avait en fait un défaut de production des cellules NK, un défaut extrêmement précoce, où finalement on a une réduction de ces précurseurs ici, qui sont les précurseurs lymphoïdes communs, les CLIP, qui disparaissent chez les patients mutés TET2, et ceci associé à une sorte de rétention de la différenciation, où on garde un fort package de cellules NK inactives, ou tout au moins immatures, pardon. Et on a une perte en chiffres des cellules NK matures, ce qui nous conduit en fait à dire que non seulement on va avoir des pertes de fonction NK, mais en plus on va avoir de moins en moins de NK potentiellement chez l'individu. Donc tout ça pour vous dire que, et là j'aimerais vraiment attirer votre attention sur ce point, vous en tant qu'hématologue, vous voyez la mutation du point de vue de ses capacités oncogéniques. Vous dites mutation égale tumeur. Ce qui est vrai. Et donc vous avez une mutation dans la cellule souche hématopoïétique, cette mutation va perdurer au sein de l'arbre hématopoïétique et puis va vous produire des blasts de SMD ou de LAM, etc. Mais n'oubliez pas que ça a aussi un impact dans les autres cellules du système hématologique et notamment du système immunitaire. Et donc ces mutations qui sont ici, eh bien vous allez les retrouver notamment dans le bras lymphoïde. Et ça va conduire à des défauts NK notamment, et donc à des défauts de l'immunosurveillance. Et si vous raisonnez un peu plus loin, là c'est la situation chez un patient, on est en ce moment dans une session dédiée à l'individu âgé. Je vous rappelle ce qu'est l'hématopoïèse clonale, la présence de mutations dans TET2, dans DNMT3A, dans la SXL1, sans impact clinique, sans impact diagnostique, mais vous allez quand même avoir ce phénomène-là. Et donc finalement, pour un immunologiste, l'aging, c'est ce qu'on vous avait présenté tout à l'heure, un déséquilibre entre les cellules naïves et mémoire, une évolution du thymus, des capacités réduites à être vaccinées. Pour vous, hématologue, l'aging, c'est apparition de mutations accrues, risque accru d'hémopathie maligne, SMD, LAM, etc. Mais en fait, tout ça sont les deux faces d'une même médaille. Et les deux phénomènes retentissent les uns sur les autres. L'immunologie va retentir sur la capacité de l'immunosurveillance réduite, mais comme on a vu ce matin, ça peut être restauré par diverses tactiques. Les mutations, pour vous, c'est un risque accru de maladie, mais c'est aussi une immunosurveillance réduite, mais aussi une capacité vaccinale réduite, un système immunitaire déficient, etc., etc. Voilà. Je laisse cette dernière diapo à votre réflexion et je voudrais remercier tous les participants de ce travail, donc Maxime et Lin-Pierre qui ont fait les travaux que je vous ai, enfin les résultats que je vous ai montrés à l'instant, le service clinique et notamment Lionel et Pierre Fenot, le labo d'hématobio de Saint-Louis et puis nos collaborateurs notamment du Grand Ouest à Nantes par exemple. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup pour ce topo éloquent qui soulève beaucoup de questions et qui, j'espère, donnera le goût à certains d'entre nous pour la science, la recherche, pour en fait se poser des questions translationnelles comme celle-ci, pour ne pas rester focalisé sur nos blasts, mais regarder tout le système.
Donc on n'aura pas le temps pour beaucoup de questions, s'il n'y en a pas dans la salle. Ouais. Bonjour, merci pour votre topo. Est-ce que vous avez regardé si ça se confirmait dans d'autres hémopathies avec tête de mutée, ces anomalies NK? Alors, nous, personnellement, non. Donc il y a un papier qui est sorti par l'équipe locale montrant comment dirais-je, l'impact sur les kirs des mutations TET2 dans les maladies les maladies lymphoprolifératives chroniques NK. Donc ça sont des pathologies un peu particulières parce que ça associe à la fois des mutations TET2 et STAT3. Et en fait, donc l'équipe de Thierry Lamy et Thierry Fest avait montré un fort impact des présences de TET2 sur des mutations TET2 sur le phénotype de la leucémie NK et en l'occurrence sur l'expression des KIR. Mais nous, on n'est pas encore allé voir dans d'autres pathologies. Mais bon, c'est dans le pipe, je dirais. Est-ce qu'il y a une autre question? Tout au bout. Je l'ai vu en creuse. J'arrive. Merci beaucoup pour cette très belle présentation, Tony Marchand de Rennes. J'avais juste une question, parce que les mutations IDH1 dans les myélodysplasies, c'est assez rare, mais c'est un peu plus fréquent dans les LAM. Ouais. Est-ce que vous aviez prévu de regarder l'impact de l'ivosidenib sur l'expression des KIR dans les LAM avec mutation d'IDH1, parce que c'est 10% des LAM, et ça pourrait être un message assez intéressant? Alors, il y a deux axes à cette question, en fait. Alors, là, si je vais rapidement, oui. On a envisagé de le faire et on en discute avec Nicolas Boissel, qui est chef de service d'hémato aussi à Saint-Louis, pour faire des essais là-dessus. On va probablement aussi faire ça chez au GFM, ils ont 2 essais cliniques, Idéal et Idiom de mémoire, où ils testent chacun un inhibiteur d'IDH, IDH1, IDH2, me demandez plus qui est qui. Hein. Donc ça, en effet, on va aller regarder. Après, si on raisonne un peu plus loin que ça, je pense quand même que la LAM de novo et le SMD sont pas tout à fait les mêmes pathologies de ce point de vue. Et donc je ne serais pas surpris qu'on n'ait pas les mêmes résultats. Parce que la LAM est quand même une pathologie, au moins quand elle se présente devant vous, c'est une pathologie flamboyante, quoi, si vous me passez l'expression, alors que le SMD est quelque chose de beaucoup plus long. Et donc probablement la capacité de fuite des cellules, des mutations à partir des cellules souches hématopoïétiques vers la cellule NK est probablement pas la même dans le SMD, où on a affaire à un temps long, que dans la LAM. Mais ça reste à démontrer. Donc la réponse est oui. Eh bien, je vous remercie, Dr Dulphy, pour cette présentation.